En direct de l'Adversaire à Montréal, c'est 35 mm de podcast, Mathieu. Oui. On n'est pas en direct, en fait. C'est un réflexe d'animateur. On est tous sauf en direct. Tes années de radio te rattrapent. Au moment où vous allez écouter ça, là, on va être ailleurs complètement. Juste pour vous dire, moi, je me suis fait vacciner aujourd'hui. Oh, moi, hier. Okay, ça donne une idée de temporalité, peut-être? OK, ouais, c'est ça. On est quand même en mai. On va parler de Alfonso Cuarón pour ce 30e épisode. Donc, un chiffre rond, mais c'est... C'est pas un épisode anniversaire. Non, c'est ça. On en parle parce qu'on avait envie d'en parler. Ça fait un bon bout qui est sur notre long list. Oui. Parce que c'est un réalisateur qu'on apprécie beaucoup tous les deux. Il n'y a pas une grosse filmographie. On parle de 8 films. C'est un Mexicain né en 61. Un des trois Amigos. Un des trois Amigos. Tu parles-tu de Iñárritu et Del Toro. OK. C'est le surnom qui est donné à ce trio-là. Ouais. OK. Voilà, je pensais que c'était juste raciste. Ouais, c'est ça. C'est pas de... Non. C'est le surnom qui ont... Ils se connaissent bien, les trois. C'est Hollywood, probablement, qui l'a donné, donc c'est extrêmement raciste comme surnom. Mais c'est les trois Amigos qui arrivent du Mexique. Fait que c'est ça. Et ça a été leur décennie, les années 2010, là. On s'entend, là. Parce que Cuarón, 2 fois meilleur réalisateur. Et Iñárritu après. Iñárritu juste après. Il en a fait 2 de suite. Et ensuite... Del Toro en a eu un. Dans le même 4 ans, là, ils ont chacun gagné. Puis Del Toro n'aura plus jamais d'autre. On le fera peut-être une autre fois. Je laisse ça sur ce fret-là. Moi, j'aime ça voir toute la filmographie d'un réalisateur quand c'est possible, quand c'est réalisable. Et là, je l'ai fait. Donc, je commencé en 91. Il a fait Solo con tu pareja. Donc, évidemment, c'est sûrement probable que vous avez jamais entendu parler de ce film-là. Un film mexicain qui est une comédie. J'ai ri à plusieurs occasions, mais tu sais, c'est très vaudeville puis burlesque. C'est vraiment un courageux de jupon, là, un homme avide de sexe, un peu comme les deux personnages dans Tout Maman También, mais qui va courir d'un appart à l'autre avec 2 femmes différentes qui savent pas. Je m'en vais chercher le courrier. Puis il s'en va chez le voisin pour baiser. Puis ce genre d'histoire-là, mais qui a quand même un côté attachant. J'ai pas grand-chose à dire, sauf que c'est aussi la première collaboration déjà à cette époque-là avec Emmanuel Lubezki. Un nom qui va revenir souvent. Un des gros noms, on a parlé énormément de Deakins, mais lui, c'en est un autre qui, dans les 30 dernières années, est très important, du moins à Hollywood. Il a raflé énormément de prix et c'était son 2e film, donc il commençait à peu près en même temps que Cuarón, qui est très talentueux en direction photo. Il a fait des affaires incroyables. C'est pas ce qu'on retient de ses premiers films à Cuarón, sa direction photo. Les 3 premiers, ça nous mène à Little Princess en 95, qui a eu un grand succès en VHS. Là. Il y a plein de gens de mon âge qui, c'est mon film d'enfance, alors que je ne le connaissais pas. Mais 95, donc c'est un conte là, qui se passe pendant la Première Guerre mondiale. Donc il y a souvent ça, puis je peux déjà l'aborder, l'espèce de climat de chaos dans ces films qui peut être en background comme en plein dans l'histoire, mais qui est tout le temps là. Donc là, tu as le père qui va à la guerre au même moment où la fille est quasiment orpheline, là, elle est sans mère, puis elle est dans une école qui rappelle beaucoup ce qui va arriver 20 ans après avec Harry Potter. C'est pas étranger parce que, tu sais, avant de connaître ses premiers films, moi qui connaissais Children of Men, Gravity, Roma et tout, puis j'étais Harry Potter, ça me semble que ça clash, mais... il est super bon, là, Harry Potter. Là. Je l'ai pas revu, celui-là. Je me rappelle quand je les avais écoutés en marathon, là, parce que j'étais obligé quand j'ai rencontré ma blonde. Mais c'était mon préféré de la gang. Je trouve qu'il y avait un petit quelque chose. Il y avait Gary Oldman, entre autres, là, qui m'intéressait beaucoup pour le personnage. Mais à revoir des clips, il y a une certaine direction... je dirais pas qu'il clash avec le reste, là, mais qui est sûrement meilleur que ceux de Chris Columbus, j'oserais dire. Mais l'affaire de... Puis on s'étendra pas sur Potter, non. Mais l'affaire, c'est que Potter aussi, elle les écrivait pour que le ton suive les enfants qui grandissent. Donc, c'est sûr que l'idée d'avoir Chris Columbus pour faire les 2 premiers qui sont très enfants. Lui qui avait fait des films pour enfants. Puis que là, c'est ça. Puis là, ils ont pris Cuarón au moment où il y a le passage. Parce que j'ai vu des entrevues de Cuarón qui parlent de ses films et qui revenaient sur Potter. Puis, tu sais, il faisait des liens avec Tout Maman También parce qu'il dit, tu sais,
c'est quoi? Tomorrow Tambien, c'est le coming of age, tu sais, c'est de l'adolescence à l'adulte, mais là, c'est de l'enfance à l'adolescence. C'est le début de la perte d'innocence, de tout ça. Puis l'espèce de noirceur qui s'en vient, tu sais, qui était pas tant présent, mais là, qu'on catch que là, Voldemort, toutes les autres. Fait que, tu sais, cette espèce de chaos, de la mort, la peur, tout ce qui s'en vient, c'est direct dans ses cordes. Tu sais, quand tu regardes ça d'une manière plus analytique, là, c'est sûr que sur le coup, tu te fais, OK, pourquoi tu fais Harry Potter? Mais ça marchait dans... Il a dit oui parce que ça marchait dans ce qu'il voulait faire. Tu sais. Tout à fait. Puis ça lui a permis d'expérimenter... Peut-être pas pour la première fois, mais une des vraies premières fois avec le CGI, là, tu sais. Ouais. Ce qui, avec Gravity, a vraiment... c'est presque que ça, a poussé plus loin. Donc, avec le budget de la franchise Harry Potter, il a eu droit à ça, puis je pense qu'il s'est amusé beaucoup avec le CGI, avec la possibilité de faire des plans séquences... impossible truqué. Truqué, parce c'est ça. Parce qu'il rentrait la magie. C'est ça. Tout ça, ouais. Ça fitait bien. En 98, il a fait Great Expectation, qui est un autre conte de Charles Dickens, mais qui est adapté, modernisé. Ouais. Donc, encore une fois, l'idée du conte, la romance, puis certains codes, on pourrait quasiment dire clichés, qui sont là-dedans. Évidemment, ça a très mal vieilli. Il y a un gros casting quand même. De Niro, Gwyneth Paltrow, Ethan Hawke, Anne Bancroft, Chris Cooper. Non, c'était un solide cas. Mais tu sais, ça, c'est parce que là, c'est 98, là, j'ai jamais revu ça. Là. Non. Mais j'ai rechecké un peu d'images, puis quand tu regardes vite, il y a quelque chose de comme Danny Boyle-esque. Oui. C'est très coloré, il fait l'angle Dutch. C'est vrai. Il fait des affaires, puis c'est comme... OK. Il y a encore une filmographie qui s'apparente dans... Tu sais, ils sont allés les deux dans des styles un peu différents, touchés à la science-fiction. Ouais. Mais tu sais, Boyle, il va all-in. Il fait horreur, il fait ça. Il est coche. On en a déjà parlé, retournez voir l'épisode. Alors que... mais il n'a pas peur de frôler avec les gens. Je sais pas si... quelque chose parce que, tu sais, son ami Del Toro, il est très dans les genres aussi, là, extrêmement horreur plus. Là, mais que je sais pas si c'est quelque chose qui est lié aussi dans leur... le fait qu'ils sont très body. Là. Peut-être. Ce que je retiens de Great Expectation, c'est qu'il y a un bon plan séquence, peut-être un de ses premiers marquants, parce que c'est le roi du plan séquence. Oui, ben je dirais. Puis on risque d'en parler longtemps du plan séquence. Je pense qu'on va rentrer là-dedans tout de suite parce que c'est l'affaire qui le caractérise le plus, puis c'est une des personnes qui l'utilise le mieux, je pense, en tout cas à mon humble avis. C'est toujours au service de l'histoire, c'est assez impressionnant. C'est pas, il y a jamais rien de, c'est pas pour flasher. Non. Tu sais, c'est pas, mettons, King Dave, ou moi j'ai pas vu Victoria, mais tu l'as vu. C'est bon, que la gamique de je fais un film complet, tu sais, puis que ça devient un vertige, que tu as le moment de oh shit, tu sais. Parce que King Dave, je veux dire, tout ce que je me rappelle, c'est l'idée du plan séquence, plus que le film autrement. Puis tu sais, je me rappelle juste du vertige au moment où le métro arrive, puis il arrivait, puis là, t'es comme, oh shit, tu sais, ça fait 1 heure, il fallait qu'il arrive en même temps, tu sais. Il y a tout ça. Fait que t'es plus dans tout le temps l'espèce de côté spectacle du plan séquence. Quaron, c'est pas tant dans le... Ils sont pas si longs. C'est des plans séquences malgré tout, mais on est autour de 4 à 6 minutes. Il y en a même des 1 minute, 2, mais... Mais qu'il y a beaucoup de déplacements dans 7 minutes-là, tu sais. Ouais. Ben, il l'a fait son flashy dans Children of Men, là, on s'entend, là. C'est peut-être son plus percutant. Celui de la fin, là, avec le champ de bataille. Mais en même temps, tu y penses pas que c'est un plan séquence parce que il est au service, comme on te disait, de l'histoire, mais de l'émotion. Tu sais, c'est pour te faire ressentir quelque chose. Fait que t'es pas tant dans le oh shit, tu sais, c'est comme... Oui, il y a un petit... ça peut arriver, là, que tu fais ah shit, il a pas coupé encore, mais... Moins qu'avec d'autres réals que justement ils l'utilisent pour faire là j'ai un moment plan séquence puis c'est vrai qu'il y en a plusieurs que je me suis pas rendu compte tellement que j'étais dans l'action, dans l'émotion, puis c'est ça, c'est beaucoup avec le mouvement des personnages. Donc s'ils pannent, c'est généralement parce que le personnage va regarder ou va carrément se déplacer dans la direction de la caméra. Donc c'est tellement fluide. Tu sais, ceux qui sont tout le temps nommés, évidemment t'as la scène de la fin que j'ai dit, la scène de la bataille, puis t'as l'auto quand il y a l'embuscade. Moi c'est celui qui me flabbergasse. C'est le bout de plus. C'est le plus fucked up parce qu'en plus, c'est juste, elle est pris dans l'auto, mais c'est justement le fait qu'elle est pris dans l'auto par la rotation. Puis que t'es comme, comment qu'ils ont tout fait ça, tu sais. Ça, c'est assez. C'est nice, la rig. Puis quand tu vois, il y a tellement de vidéos pour montrer le making-of de ça, là, allez voir ça.
c'est vraiment, vraiment intéressant. Puis ça ajoute tellement... Parce que le film au complet est quand même stressant. Là. Du début à la fin, tu as une explosion, ça fait 2 minutes que le film est commencé. Là. Ouais. Donc, c'est pas un gros spoil. Là. C'est 2 minutes du film. Ouais. Il se passe, tu es déjà dans l'action. Fait que tu es quand même... Tu as des petits moments d'accalmie. Le personnage de Michael Caine qui est tellement incroyable, vieux hippie à la John Lennon, là, vraiment cool. Mais tout de même, le film, il build jusqu'à ce deuxième plan séquence-là marquant avec, bon... plus en mode documentaire de guerre. On va se faufiler, ça tire de tous bords. Il y a du sang qui se plouche dans la lentille. Donc, il veut vraiment marquer aussi le temps, te faire filer comme si tu étais là sur place. C'est aussi son but là, de... sûrement, tu as vu des trucs, mais il revient souvent là-dessus qu'il parle souvent du real time. Tu sais, je veux être en vrai temps, mais c'est qui est tout le temps une espèce d'utopie parce que et finalement, tu filmes, puis tu montes après, puis c'est pas vrai, tout ça est une mise en scène. C'est que tu as l'impression que ça se passe pour vrai. Tu sais, t'es encore plus immergé, submergé, immersion. Je choisirais un de ces mots-là. Et je vais parler de ça, mais ça vient avec un autre truc qui est... c'est caméra subjective, objective. Tu sais, quand ils changent de perspective, mais souvent, c'est parce que ça vient des fois avec le plan séquence, pas tout le temps. Pas tout le temps. Mais, on peut déjà en parler. Elastic shot? ça c'est dans... Ouais, mais ça, c'était plus pour Gravity qu'ils ont dit, mais c'est ça, je l'ai entendu nommer dans une couple d'entrevues. Mais c'est vrai qu'il fait pas... Tu sais, il le faisait avant Gravity, là. On est dans un plan objectif qui va devenir subjectif, donc va devenir la vision du personnage, alors que juste avant, c'est le personnage même qu'on voyait à l'écran. Ou l'inverse, dans le sens qu'on suit le personnage. Je pense juste à Children of Men, quand Clive Owen s'en va, puis il y a comme l'espèce de gate en zigzag, là, je ne me rappelle plus le moment exact du film, mais on suit Clive Owen qui rentre, mais à un moment donné, quand il quitte le cadre, la caméra suit les autres. Tous les gens, en fait, les réfugiés. Ouais. Puis là, on voit les réfugiés, puis à un moment donné, Clive revient parce qu'il faisait le zigzag, puis là, quand il revient, on repart avec lui, mais c'est que c'est sa façon de montrer la réalité dans laquelle il est sans... Parce que son but, c'est tout le temps d'exposer le moins possible. Ça, souvent, c'est un problème, mais quand on parle d'exposition, peut-être pour ceux qui connaissent moins le terme, c'est quand tu dois nommer plein de choses pour faire comprendre la scène ou le film. Dire, bon, là, nous sommes en 2050, il y a telle affaire, les tatati, tatata. Mais le but, ce qui est le plus fun au cinéma, c'est d'en dire le moins possible, mais que tu comprennes. Fait que, c'est comment... faire ça. Comment une image va rendre toute cette information-là. C'est un théâtre de cinéma, c'est que le personnage vit dans ça. Et souvent, ça peut être chargé parce qu'il veut comme tout te passer les infos. Tout est là. Et c'est pour ça que des fois, la caméra quitte. C'est pour voir un peu tout ça et on revient pour comprendre la réalité. C'est que ça fait que tu as l'impression que les personnages existent pour vrai. Ouais. C'est pas une série de scènes. C'est pas comme, OK, tu m'entends bien, ben là, ces 2 kids sont en char avec une dame qu'ils connaissaient pas avant là, puis là, ils partent, puis ils veulent aller à la plage, puis là, on suit. Parce que c'est ça, ils avancent. C'est un road movie extrêmement classique, on avance dans le truc. Mais cette affaire-là de voir aussi par la fenêtre d'auto un mariage, on voit un enterrement, un funérail, on voit une manifestation, on voit des fermiers. On voit la réalité du Mexique tout le temps à travers l'auto, mais eux, ils sont dans leur bulle d'auto, on s'en va là, puis la vie est belle. On parle de sexe, puis tout ça, mais la réalité n'est pas ça, tu sais. Ouais, la petite histoire dans la grande histoire, là, donc on a vraiment la bulle plus intime des personnages, pour parler justement de Y Tu Mamá También, 3 personnages qui sont en road trip, comme tu l'as dit, mais... On sent le background énormément, qui est moins un background de chaos, mais un peu par moment. Mais tu sais, c'est vraiment, comme tu dis, là, une carte de visite du Mexique. Exactement. Mais c'est parce qu'il y a tout le temps quelque chose. Il y a tout le temps quelque chose de différent. C'est pas le chaos extrême, là. J'avais lu un truc ou entendu, j'aimais bien la phrase, là, c'est-à-dire le background de l'histoire, c'est le background du frame. Ouais. Fait que non seulement ça existe dans l'histoire, mais tu le vois souvent dans le cadre. Par la vitre des autos, il y a souvent la voiture dans ses films. Donc, il va pas se gêner pour faire le focus dans le background plutôt que d'avoir le personnage en premier plan. T'sais, lui, il va être flou. Mettons, si on parle les 4 principaux, là, fait Y Tu Mamá, Children, Gravity et Roma, c'est
pratiquement des road movies-esque. Ouais. Un road movie de l'espace, mais oui. Ouais. Le dernier, c'est Roma, c'est peut-être le moins road movie, mais il y a beaucoup d'autos, il y a beaucoup on cherche à quitter la maison, tu sais. C'est plus un in and out, puis il y a tout le temps la fin avec de l'eau. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Ces 4-là finissent à l'eau. Les quatre finissent dans l'eau. Oui. Ah ouais, t'as raison. Ben oui. Gravity, on s'en rappelle. Ça, je t'avais dit au début, avant qu'on commence, ça, les 4 sont plus liés qu'on pense. Ils sont plus liés qu'on pense. Il y a une fascination, je sais pas si c'est une fascination, mais pour la mort et la renaissance, en fait. Tu sais, c'est des gens qui sont tous un peu dans l'inertie de leur vie, qui soit qui laissent aller des choses ou qui sont comme un peu pas en contrôle à différents niveaux, là. Ils vont devoir à la fin réagir, mais cette renaissance-là revient souvent avec l'eau. Tout le temps. Parce que tout moment, ils se rendent à la plage et c'est là qu'on catch quelque chose en finale qu'on ne dira pas. Mais il y a comme tu sais, tout se purifie là. Mais Children, c'est ça, à la fin, il va porter la fille. C'est en bateau à l'eau. C'est comme l'espoir de l'eau. Gravity, elle retombe à la terre à l'eau. Et Roma, ben, il y a la scène de l'eau. Que aussi, si vous ne l'avez pas vu, je ne vais pas trop en parler, mais c'est une scène magistrale. Seigneur, on se réservera peut-être la fin de l'épisode. On va parler de Roma. À la fin. C'est quelque chose, ce film-là. Mais c'est ça, c'est qu'il y a tout le temps ce passage-là à l'eau. Fait que là, après ça, moi, j'ai pas vu Great Expectation. Harry Potter, peut-être pas, là. Non, c'est ça. Il a commencé déjà... Deuxième film aux États-Unis, il en a fait 2 de suite, puis avec YouTube Maman, je pense que c'était le désir de revenir aux sources. Et c'est comme avec Great Expectation, bon, peut-être un plus gros budget. C'était son 3e film. Je sais pas à quel point il a eu le contrôle ou il est satisfait maintenant, des années plus tard, mais sûrement pas. C'est l'histoire un peu classique là, des réalisateurs qui ont du succès puis qui sont un peu dépassés par ça, perdent un peu leur liberté créative. Mais là, donc, le désir de revenir à quelque chose de plus simple, caméra épaule, shaky, un peu documentaire. Tu sais, Del Toro et Iñárritu, ils ont une grande volonté. Il y avait une grande volonté de entre guillemets, je vais dire sauver, là, mais c'est sûrement pas ça. Ils ne se voyaient pas en sauveur, là, mais ils voulaient comme revigorifier tout ça, relancer le cinéma mexicain. Ouais, le mettre sur la map. Tu sais, qui disait les années 80 et 90, c'était terrible. Ça a l'air, il y avait une perte de qualité. On ne connaît pas vraiment avant eux. Non, les réalisateurs mexicains qui... Ben, ce qui semblait dire, peut-être que avant les années 50, 60, c'était quand même vibrant, en tout cas, à un certain sens. Mais que là, ça avait juste... Il n'y avait plus de moyens, l'État finançait de moins en moins. Puis, fait que là, ça faisait une roue qui tourne de moins en moins. Et eux, ils étaient comme, on est capable de faire des affaires belles aussi. Puis, lui et Del Toro, les deux ont été vite aux States. Là, même Del Toro a son je pense son premier était peut-être, mais dès le deuxième, il était dans les films américains. Fait qu'ils reviennent, les deux sont revenus pour faire comme, fuck off, on va en faire ici aussi, puis on va relever. Puis même, ils ont parti un fonds, les 3 Amigos. Pour aider à financer les jeunes au Mexique. C'est eux qui... Mais tu sais, c'est pas fou non plus d'aller rapidement aux States, ça pourrait être en Angleterre, mais dans un gros marché, tu sais, pour se faire connaître. C'est sûr que ça peut être à double tranchant parce que tu peux te la péter. Là. Oui, c'est mais ça. Puis souvent, ça n'a pas été des grands succès, mais quand même, tu sais, de se faire connaître. Après, tu reviens chez vous avec une expérience, 2, une volonté de vraiment plus avoir de barrières puis de faire ta propre idée, puis de te faire connaître, connaître les films de chez vous aux Américains qui t'ont déjà connu. Tu sais, c'est ça. Puis il y avait, en fait, ils sont partis aussi parce qu'il n'y avait pas d'argent au Mexique. C'est juste fait comme, là, on va faire n'importe quoi là-bas. On va essayer de monter, puis après ça, il y a peut-être de l'argent, on revient, puis on... Fait que, tu sais, tout maman, c'est ça, là, on sent que là, il commente, tu sais, c'est plus comme, OK, là, je veux m'installer en tant que réal, comme qui je suis, c'est quoi, c'est de quoi je veux parler. Fait quoi, la mort est tout le temps là dans ces trucs. Même Harry Potter, parce que c'est le plus dark, puis ça comme. C'est vrai que on voit comme là on sent le Voldemort qui s'en vient, puis toute sa gang. Là, que, moi, les noms, là, je sais pas. Les méchants. Les mange-morts, ça? Je sais pas. Là, moi, je les écoute en anglais. Fait... je sais pas. Excusez-nous, aucun jugement, juste qu'on les connaît pas. On les connaît pas. Un peu, là. Non, c'est ça. Mais ouais, c'est ça. Fait que tu sens, tu sais, il y a quelque chose de ça, d'affronter la mort, d'affronter des trucs, mais
sais, c'est jamais dans l'ultra-mélodrame, c'est jamais dans rien de ça, mais c'est tout le temps là, tout le temps comme, faut surmonter quelque chose pour... Le montrer comme étant le cycle de la vie et non pas une fin, nécessairement. Tu sais, ça existe, c'est ça la vie, la mort, il y a des gens qui meurent tout le temps, il y a des drames, mais on va pas le rendre ultra dramatique, puis ça va pas être nécessairement comme la finalité de tout. Ça va être, ça peut être le début de quelque chose d'autre, ça peut être au milieu, ça peut être en background, c'est là, faut le montrer parce que ça existe. On vit tous avec des deuils à faire. Ouais, c'est ça. Avec Etu Mamak Tambien, il a décroché une nomination d'Oscar comme scénariste. Il a scénarisé la plupart de ses films, Cuarón, et là, il l'a scénarisé avec son frère, Carlos, qui n'a pas une grosse carrière, si on compare, mais tout de même, il a fait. Je pense qu'il a réalisé des films aussi et il a coécrit celui-là. Il a coécrit son premier aussi, qu'on a parlé au début, Solo con tu pareja. Et il y a une autre collaboration qu'il a faite avec un autre membre de sa famille. Ça, là, c'est dans Gravity avec son fils. Oui, c'est ça. Puis il y avait pas comme un short, en fait, que c'est son fils qui a réalisé. Oui, ça se peut aussi. J'ai moins regardé les shorts, mais il a fait... Non, mais ça avait rapport avec Gravity. C'est comme mettons, un pré-Gravity. Tu sais, ça se quoi. Puis il avait comme donné à son fils comment... Les rênes de les ça. Les rênes de ça, tu sais. Où se pitcher après, c'est sûr que Children of Men, j'aurais le goût d'en parler encore parce que j'ai tellement aimé ce film-là. Là, le côté plan séquence, on a parlé en masse, mais d'abord, c'est une adaptation du roman de P.D. James, un roman de 1992. J'aime beaucoup ce style de science-fiction-là, qui est très réaliste, près de nous, qui n'est pas nécessairement dans l'espace ou avec des gadgets. C'est juste comme la société a une changé. Mais soft. Là. Je sais pas si ça se passe en quelle année. C'est 2027. Oui, c'est ça. C'est vrai. Mais le film, c'était 2009. Le film, c'est 2006, mais l'histoire se passe en 2027. Oui, c'est 2006, c'est ça. C'est 2027. C'est parce que ce qui m'a trompé, c'est que l'enfant. L'enfant est né en 2009 dans le film. Quand le premier... qui est le dernier enfant. Le film commence et les femmes ne sont plus fertiles. Le plus jeune bébé Diego, le plus jeune bébé du monde, qui est plus un enfant, 18 ans, est décédé. On part là-dessus et Clive Owen qui est un peu, malgré lui, emporté dans une histoire parce qu'en même temps, il y a un gros problème de réfugiés, la politique, ça a l'air bien compliqué et très strict et violent. C'est qu'on comprend bien des choses par le background, mais qui sont pas surexposées. C'est ça que je disais tantôt. C'est ça qui est le fun. Il y a une légère exposition au début en voyant avec les médias aussi, les télés. Mais sauf qu'on n'a pas l'exposition de tout comment marche. Mais tu catches que s'il n'y a plus personne, il y a une perte d'espoir, évidemment. Il n'y a plus d'enfants. Là, c'est fait que t'as des gens, comme pourquoi on continue à travailler? Là, tout est en train de péter, puis là, t'as plus de main-d'œuvre parce que les vieux peuvent plus travailler. Là, on arrive à ceux de 18 ans, il n'y a plus personne à 18 ans. Fait que là, tu manques de gens, puis là, tu peux te dire, commencer à avoir de la misère, l'approvisionnement de bouffe, tout ça. Fait que là, c'est sûr qu'il y a des réfugiés, les gens essaient de se déplacer, puis de se sentir. Fait que là, t'as des frontières, l'armée partout, puis on essaie de bloquer l'entrée aux réfugiés parce qu'il n'y a plus de place, parce qu'il n'y a plus de ressources, parce que là, c'est comment tu gères ça. Mais tout est dans le background, c'est jamais comme expliqué, mais tu sens les tensions, tu sens que tout le monde est, tout peut péter en claquement de doigts. Là, les gens, ça va pas bien. Là. Non. Là, on le voit comme une pandémie qui a quand même été, ça a été rough ce qu'on a vécu, mais c'est quand même, on n'a jamais été en pénurie vraiment de rien. Puis les gens ont quand même un peu paniqué en achetant tout le papier de toilette. Même là, aux States, le pipeline a bloqué. Le monde en mettait dans les sacs Ziploc. C'est comme... Fait que tu te dis, ce film-là, c'est plausible. C'est très plausible, malheureusement, tristement. Fait que, c'est ça. J'ai coupé ton élan. Mais t'as bien résumé l'histoire aussi et pourquoi j'aime ce film-là. La direction photo, j'en reviens à Lubeski, mais elle est super belle. C'est sombre, mais dans des teintes de bleu, très contrasté aussi. J'aime beaucoup la qualité, la facture visuelle. On a dès le premier plan, dans l'espèce de café, on voit Clive Owen qui se faufile. Ouais, essaie de se faire une place. Il essaie de se faire une place pour aller chercher un café. Ça place bien le personnage de Clive Owen qui rentre dans le café. Tout le monde regarde l'écran. Lui, il check un peu, mais il veut son café. Mais en attendant le café, il check. Mais dès qu'il a son café, il s'en va, il s'entorche. Il s'entorche. Puis c'est ça qui l'a sauvé la vie. Parce qu'il sort du truc, puis là, la bombe explose dans le café où il était. Fait que c'est ça. C'est justement la force de justement son plan séquence de catcher. C'est tout un plan. Là. Il rentre, la caméra le suit quand il sort.
vu que ça coupe pas, c'est qu'on comprend, OK, il sort du café, il va juste au coin de la rue. C'est pile après. Puis là, ça saute. Fait qu'on a comme... Si on avait une coupure, oui, on aurait pu le comprendre, mais on l'aurait pas senti autant. Là, on le sent, le poids de ce temps-là. Ça fait pas longtemps qu'il est sorti. Puis là, ça pète. Ça fait 10 secondes. Ouais, c'est ça. Il y a juste le temps de le déposer, mettre de quoi dans son portefeuille, puis bang, ça saute. Tu sais. Et le son, on va y revenir là, avec son dernier film. Ouais, je pense qu'on garde ça pour Rome. Quand l'explosion elle pète, t'as un silement qui reste pendant je sais pas combien de secondes. À la scène d'après, t'entends encore le silement. J'ai l'impression que ça l'a pété à côté de toi. Puis je l'ai vu avec des écouteurs là, sur le laptop. Tu vois, moi, j'ai des acouphènes, j'ai jamais entendu le silement. Ou tu l'entends encore. Ouais, c'est ça. Fait que là, vous comprenez dans les acouphènes ce que c'est. Pauvre de toi. Mais tu vois, moi, c'est ça. Emmanuel Lubezki, je suis pas son plus grand fan. Ouais. Mais pour ce qui est devenu, là, on dirait que là, c'est comme trop... il est trop pompeux, il est trop, genre, je sais pas. Il ne fait pas capoter tant que ça, mais tu sais, Tout Mama Tambien, Children of Men, c'est vraiment nice. Il y a comme le feel très réel. Ben, surtout pour Tout Mama, c'est pas la première chose qui va te frapper. C'est tellement justement voulu naturaliste. Là, ouais, mais. Puis en même temps, c'est dur c'est tout le temps le défi. Tu sais, quand tu es dans une auto, c'est la pire affaire. Ouais. Parce que puis en plus, le Mexique, le désert, c'est comme tellement over soleil. À l'intérieur, puis à l'intérieur, ben, tu as moins de soleil. Mais là, après ça, c'est comment tu gères ça pour être le plus naturel possible. Puis c'est ça fait que c'est pas nécessairement quelque chose qui est très flamboyant, comme il l'a fait par après dans d'autres films. Mais c'est ultra efficace, c'est super bien fait. Tu sais, parce que juste Great Expectation, en regardant des petites vidéos sur Cuarón, il y a des shots qui revenaient, puis il y avait une shot de Ethan Hawke avec Gwyneth Paltrow dans l'auto. Et puis là, on voit un background, tu sais, puis là, clairement, ils sont en studio. Ouais. Le background défile, mais eux, il n'y a jamais rien. Ils sont comme... pareil, la même lumière. Puis là, je fais comme... Ah, mais, tu sais, dans le contexte du film, peut-être que ça se veut. Il y a un côté théâtral, littéraire, un peu, tu sais, qui cherchait à quelque chose qui n'était pas naturel. Un peu fake. Ouais. Mais c'est juste pour expliquer l'espèce de... C'est ça, c'est comme comment tu gères ça. Parce que, clairement, quand tu es dans l'auto, tu n'es pas éclairé. Là, il fait noir. C'est la nuit en plus. Ouais. Tu as les reflets des phares ou des lampadaires, mais... c'est complexe, l'éclairage. C'est complexe, vraiment bien éclairé. Le peaufiner, parce que, tu sais, Cuarón, il aime ça être d'un char. Là, il a fallu qu'il peaufine la patente en maudit. J'aime beaucoup la shot dans Tout Mama quand c'est clairement filmé d'un char à côté. Le char, des fois, avec les personnages principaux, est vraiment à côté. Tu les vois bien, mais à un moment donné, le char qui filme et le char qui est dans l'histoire sont plus côte à côte à cause que, tu sais, ils contournent quelque chose sur la route et qui va finir par se rattraper. Un peu ce jeu-là d'aller-retour dans une taille de quoi, j'imagine 3-4 minutes, mais tu gardes le son super bien. Ouais, puis ça doit être le fun pour les comédiens, l'espèce de scènes longues qui sont juste très naturelles. Parce qu'eux, ils n'ont même pas conscience de la caméra et dans l'autre char. Et dans l'autre char, une couple de mètres plus loin. Faut continuer à jaser, puis c'est comme... Fait que tu fais ton affaire, mais tu sais, je sais pas à quel point c'est écrit tête. Je sais qu'il y a eu beaucoup d'impro dans celui-là. Ben ça doit, parce que... Ça paraît, là, les deux gars, Gael Garcia Bernal puis Diego Luna, sont vraiment chums dans la vie avant le film. Et c'est même Bernal qui a insisté auprès d'Alfonso Cuarón. Regarde, je veux que ça soit lui. Lui, il voulait pas au début. Puis il a dit, gars, on a une chimie de feu, puis ça en prend une pour jouer dans ce film-là, là, avec tout ce qui se passe. Là. Ouais, c'est ça. Mais ça paraît, mais c'est ça qui est le fun, c'est que c'est très naturel. C'est pour ça que je me demandais à quel point c'était tout right. Il y a des pointeurs définitivement, puis il y a des scènes qui sont écrites, mais ce genre de truc-là, c'est comme la lutte. Il y a juste les beats qui sont là, puis comme tu remplis les beats de la patente. Mais tu sais, hier, en le réécoutant, ça, c'est vraiment une réflexion. Au pire, on le coupe. Au pire, on le garde. Mais je me suis dit, c'est comme un Bleu Nuit de luxe. Il y a beaucoup de sexe là-dedans, beaucoup de nudité frontale. Hein? Ouais, énormément. Puis c'est Bleu Nuit avec une histoire intéressante. Ouais, c'est ça. Comme le milieu entre les scènes de sexe, c'est le fun. T'enlèves toutes les scènes de sexe dans Tout Mama Tambien. Pas qu'il n'y a plus de film, mais tu sais, c'est une autre affaire. Tu sais, c'est. Non, c'est ça. Ça ajoute tellement, fait tellement partie du drame, la relation entre les trois personnages sont reliés par ces scènes-là, quasiment. Là, ça les définit, puis t'en apprends plus sur eux. Exactement. À cause, dès qu'il y a il
n'y a rien de gratuit là-dedans. Ben non, il n'y a rien de gratuit, même non, mais si c'est un peu la réflexion. Mais pensez-y si vous voulez écouter ça avec vos parents ou avec vos jeunes enfants. Voilà. Hey, on passe-tu à Gravity tout de suite? On peut. Toi, tu l'as vu au cinéma? Je l'ai vu au cinéma. Moi, j'ai pas tant trippé. Moi non plus. Je suis pas un grand fan. Je suis impressionné. Bon, ça commence. On a 12 minutes. On a 12 minutes de plan séquence. Mais tu sais, CGI, c'est... Pas que c'est pas un vrai plan séquence, mais c'est que tu as tellement de trucages. C'est là l'élastique. Ouais, c'est là. Donc, dans l'espace, la caméra, tu vois l'astronaute, puis quelques secondes après, la caméra va rentrer dans le casque, prendre la place de Sandra Bullock et voir ce qu'elle voit donc en caméra subjective. Wow, là, ils ont appelé ça un elastic shot dans ce cas-là particulier. C'est sûr que ça reste George Clooney dans l'espace, puis George Clooney, c'est George Clooney. Là. Il a zéro l'air d'un astronaute. Là. Non, c'est ça. Moi, j'aime bien George Clooney. Ouais, moi aussi. Mais je me rappelle, j'étais dans la salle, puis je regardais. Tout ce que je me disais, c'est clairement, il est en dessous. Sûrement, il y a comme un veston. Il a l'air en veston en dessous, là, avec un drink. Son martini, ouais, c'est ça, il est sur le bord. Là. Il y avait quelque chose d'Ocean 11, tu fais comme, man, ça s'enlève pas. C'est juste qu'après, à partir de, mettons, très tôt dans le film, pas un film qui est long, là, c'est un film d'1h30, là, mais après, mettons, le premier 15 minutes du film, ça devient répétitif en chien. Là. Ça devient... En tout cas, je sais pas, il y a peu d'interaction. On essaie de trouver des moyens détournés pour justement raconter une histoire parce que si tu es un personnage seul pendant une longue période, comment tu fais pour mettre de l'audio là-dessus, la faire parler? Bon, elle va se parler toute seule, elle va parler à quelqu'un... dans une oreillette, où on va jouer avec les souvenirs. On va s'amuser avec ça, mais au final, ça reste quelqu'un pogné dans l'espace, un huis clos dans l'espace. Ouais, c'est un survival movie. Il y en a beaucoup. Il y en a qui sont bons, tu sais. Mais... Puis je veux dire, c'est sûr que c'est fait par Quaron, fait que c'est sûr que ça step up la patente. C'est pas ennuyant. Là. Il y a toujours quelque chose qui se passe, mais moi, c'est ça. C'est une perte d'intérêt de mon côté là, assez tôt dans le film. Là, moi aussi, mais tu sais, c'est ça, c'est qu'on retrouve toutes ces affaires là, de plus imagées, mais tu sais, c'est l'idée de se perdre et d'essayer de se retrouver, de se recentrer. Mais tu sais, il est comme moins, il est moins caché. Tu sais, quand elle va dans elle retourne dans... Elle pogne l'autre vaisseau, là, l'espèce de station. Là. Il y a le moment qu'elle flotte, mais tu sais, c'est comme elle est en position fétale. Il y a comme un cordon. Fait que là, c'est comme la Renaissance. Après, là, elle est dans son cocon, dans le vent de la mer, et elle va renaître en sortant de l'eau à la fin quand on... Puis moi, si Emmanuel avait-tu gagné meilleur... Je pense qu'il a gagné DOP là, puis j'étais fâché. C'est ça. Ça a été son premier de 3 consécutifs Oscars. J'étais fâché à toutes les fois, je pense. Birdman, c'était nice. Vraiment, c'était allé trop loin. Ouais, je suis pas mais on ne partira pas là-dessus. Moi, me fâchant encore. Puis c'est pas bon de mon cœur. Mais, mais c'est ça. Mais il y a des... Tu sais, c'est ça. C'est par bribes intéressant, mais... Je sais pas, j'ai pas impliqué plus qu'il faut. Ouais, c'est un fan de films d'espace, Quaron. Dans Roma, ils vont caler qu'ils vont au cinéma, ils vont voir de Maroon, ils vont voir le film Maroon de 1969. Au cinéma, on voit même un extrait, et ça, c'est un film qui l'a inspiré pour faire Gravity. Ed Harris n'est pas là pour rien non plus. Il a joué dans Apollo 13, puis il a joué dans The Right Stuff, un de ses films préférés d'espace en 83. Donc, tu sais, je pense que c'était sur sa to-do list là, de films à faire. Ça, c'est absolument. Clair. C'est un fan de l'espace. Je suis bien content pour lui. Mais là, parce que je veux passer à Roma. Oui, allons-y. Roma, Seigneur Dieu. 2018, son plus récent, son dernier à ce jour, qu'il a écrit et réalisé, produit, fait la DOP cette fois-là. C'est une bonne chose. Et il a monté aussi. Ouais, je sais, mais c'est une bonne chose. Enlève Emmanuel. Ouais. Ben, surtout qu'il était pas mal en demande. Là. Ça, sa carrière est lancée. Là. Faut faire tes affaires, là, Kinyaritu, là, puis laisse l'autre tranquille. Mais, qui est un film biographique, quasiment à 90%, là, de sa jeunesse en 1970 au Mexique, je pense, Roma, c'est à cause du quartier. Ouais, c'est le quartier. Et ça parle beaucoup de la famille, mais surtout de la nounou de la famille, une espèce d'hommage qui est toujours vivante aujourd'hui et qui apparaît dans certains de ses films avant. Elle joue dans Et tout Mama Tambiana, elle joue. Je pensais qu'elle était morte.
Pour Roma, mais elle était encore vivante au moment de la sortie du film. OK, je m'ostine pas. Je suis pas au courant, mais je pensais qu'elle était... Un film Netflix, donc il y a des gens qui comprenaient pas son choix au début, mais il dit crime, ce film-là sera pas vu si c'est pas par Netflix. Là. Ça va tellement lui donner un boost. Il va être vu, oui, parce que c'est Cuarón, mais mondialement, ça va avoir plus de chance. On revient en espagnol, noir et blanc. Très lent. Très lent. Qui parle de sa jeunesse, mais qui parle pas de sa jeunesse, parle de la nounou. Fait qu'on la voit faire le ménage. C'est pas sexy. C'est vraiment dur à vendre. Ouais. J'essaie de la vendre à quelques personnes, puis t'es comme, c'est quoi l'histoire? Mais là, elle fait le lavage. Mais c'est nice, là. C'est vraiment hot. Elle se promène, elle ramasse les affaires, elle fait à manger. Mais je vous le jure, c'est bon. Ouais, puis elle a aucune expérience, c'est son premier film. Ouais, c'est ça. Elle n'a jamais joué, mais c'est que c'est bon. Croyez-moi. Mais moi, cette affaire-là, tu sais, quand il y a eu l'espèce de folie 3D qui. C'est bizarre, ça n'existe plus. Ah, drôle. C'est drôle, hein? C'est drôle. Moi, j'étais déjà à l'époque, quand ça a sorti, mon père a un magasin d'électronique. Ouais. Puis là, les télés 3D s'en venaient. Puis moi, j'étais comme, c'est de la merde. C'est un si de gamique. Ça sert à rien, le site 3D. Vous me faites chier. Ouais, c'est hot. Mais est-ce que c'est hot? Le personnage est comme un peu plus rond. Comme on sent, ça sert à quoi? À fuck all. Non, je suis pas fan. Et ce film-là, je pense que c'est la meilleure preuve que tu as un film en noir et blanc, fucking mexicain, puis l'immersion est dans le fucking tapis. Pourquoi? Le son. Ouais. L'as-tu vu au cinéma? Ben oui. Le 2 semaines qui était au cinéma. Le 2 semaines au cinéma moderne, la nouvelle salle. J'ai pas eu cette chance, j'aurais aimé ça. Hallucinant. Le son... constamment, puis tu sais, le cinéma moderne, ceux qui sont pas allés, c'est très petit comme salle. Écoute, c'est entre 50 et 70, mais tapez-moi pas ses doigts, c'est peut-être 80. Mais de toute façon, aujourd'hui, ça doit être 10 personnes. Ouais, c'est ça. Non, faire le 2 mètres là-dedans, c'est rough, là. Mais tu sais, c'est tout petit, mais l'écran, ben tu sais, l'écran est assez gros. Tu sais, c'est un peu comme Beaubien. C'est assez gros pour cette grosseur-là, mais ils ont vraiment investi dans le Dolby. Ils ont le dernier cri pour le son et ça paraissait pour ce film-là, c'est que... Parce que le son, tu t'en rends rarement compte. Ouais. Tu sais, à moins que là, tu as des explosions. Mais tu sais, surtout là, Roma, on est bien des scènes de maison, on va dans la rue, mais tu sais, c'est pas des affaires extravagantes, là, nécessairement. Puis c'est surtout plus les shots dans la rue, c'est là, Mané, que j'ai remarqué, là. Tu sais, quand elle sortait du cinéma, mettons... Ouais, puis... Mais t'entendais tout. Ouais. T'entendais tout, puis à un moment donné, c'est que tu vois, mettons, tu voyais deux, là, je dis n'importe quoi, mais mettons, tu voyais des personnages passer, comme, ils s'en vont là, puis tu les entendais encore, là, tu voyais qu'ils s'en allaient, là. Puis là, je suis comme, c'est ça le 3D, je suis dans le par film. Le son faut... Je suis sur la rue à laquelle j'entends les autos faire, tu les vois pas parce que la rue est là, mais tu les entends tout le temps. Ouais. Tout se passe, puis le son, il est partout, il est où, c'est hallucinant. Puis c'est ça, je trouve, la preuve que c'est ça qui rend immersif le film. T'es comme... C'est en noir et blanc, espagnol, puis j'avais l'impression... Puis ça se passe dans les années 70, c'est ça? Puis j'ai l'impression que j'étais là. Genre, puis j'étais comme, je la suis, je la regarde, puis... bien plus que c'est ça de voir le personnage un petit peu plus rond qui fait ça de même. Pas tant d'intérêt. Dès le premier plan du film, on voit juste un plancher, on voit de l'eau, puis avec le son, justement, il y a un avion qui passe. C'est niaiseux, c'est même pas un plan qui est vendeur, mais on dirait dès le début du film, quand j'ai écouté 2 fois la première fois, j'étais déjà accroché, j'avais même pas vu un seul personnage. On dirait que j'ai fait « Ah ouais, moi j'embarque à fond là-dedans. » Mais ça... Tout ça, la scène, ouais. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il faisait avec ça? C'est pour caler la fin? Oui, t'as fait, ben oui. Parce que je me suis... Tu sais, ça, je l'ai juste retapé des bouts, puis j'ai regardé ça, puis j'étais allé tout de suite à la scène de la fin. Ben, c'est pas la fin, mais c'est la fin, là, quand elles s'en vont à la plage. Là. Ouais. Puis je réécoutais le son, et c'est un callback aux vagues. Ah ouais, c'est pas le vrai son au début parce que c'est les sons de vagues. T'as le seau d'eau, puis t'as l'avion qui passe, qui amène un certain vombrissement. Parce que quand t'es là, plus qu'elle s'en va dans les vagues, plus qu'on a... Mais c'était l'avion qui passait, l'eau qu'elle envoie. Il y a tout ce call-là que ça commence à l'eau qu'elle gaspille et va... À ce moment-là, c'est un peu plus
se nettoyer de pas ses péchés, là, mais de ce qu'elle a en dedans d'elle. En fait, il faut juste dire que la nounou, elle est enceinte d'un gars qui se fout bien gros d'elle, qui est parti, sa première relation, puis le gars s'en crisse dès qu'il a su qu'elle est enceinte. Fait que c'est pas un enfant qui est souhaité, tu sais. Ouais, c'est un accident. Un accident. Fait que, tu sais, il y a tout ça, là, on va faire attention à ce qu'on dit, mais tu sais. Et puis là, elle a peur pour sa job parce que la nounou, elle va se faire mettre dehors dans une famille qui vit un divorce avec 4 enfants qui sont assez turbulents, un chien. Puis c'est pas super stable dans cette cellule familiale-là. T'as elle qui vit quelque chose de très personnel, intense, donc plein d'incertitudes et pas bien. Puis l'autre truc aussi que j'aime dire, tu sais, parce que souvent les gens, c'est comme, ah ouais, mais là, tu sais, ça, je peux l'écouter chez nous, dans le sens, c'est un drame, on s'en fout, là, tu sais, on va au cinéma pour vivre quelque chose de plus action, généralement. Oui, mais que ce soit de l'action, une comédie, c'est que si t'es en gang, puis il y a l'émotion, il y a quelque chose qui se promène et il y a 2 moments dans le film qui sont très émouvants, très prenants. Et d'avoir cette salle pleine-là de 70 personnes et il n'y a pas de musique aussi, là, non, pas de musique, à moins qu'il est dans le... Diégétique. Oui, digital. Rajouté digitalement. Mais ouais, c'est ça. Mais le fait qu'on vit ces moments-là sans musique, sans rien, avec ces longs plans très fixes, écoute, ça pleurait, mais c'était l'idée aussi que là, c'est pas fort le son. Fait que là, tout le monde t'entendait. Ouais. Mais ça rajoutait à ce truc-là. Puis j'ai réécouté tout à l'heure. Tu sais, j'ai même pas écouté le film. T'es allé aux scènes. J'étais allé là, puis j'ai dit, je veux juste voir l'intro, l'eau. Puis quand elle fait la maison, je coupe, puis je vais aller voir la fin. Je vais voir si. Puis j'ai repleuré. Ah, moi aussi, j'ai dit genre, puis j'ai pas vécu la ride, genre, mais c'est sûr que je connais l'histoire, puis je sais, puis mais il y avait le souvenir de la salle, de vivre une émotion ensemble, tu sais, qui tu sais, ça, aller au cinéma, bon, ben, c'est ça, c'est parce que quand t'es en salle, puis t'entends une gang à rire, il y a quelque chose de magique, une gang à avoir peur, cinéma d'horreur, mais une gang Marvel que t'aimes pas, là, mais tu sais, c'est ça, c'est sûr qu'il doit y avoir un trip, là. Quand l'autre arrive, là, wow, puis là, ça crie, tu sais, il y a comme quelque chose de tripant, tu sais, puis à la même titre que tu vas avoir quelque chose ça pleure. Que ça pleure ou, tu sais, qui est vraiment dans une émotion plus renfermée, tu sais. Tu vas quand même le sentir quand t'es 60 dans une salle, tu sais. Ouais. Et d'ailleurs, le tournage, il n'y avait pas... parce que justement, là, c'est ça, c'était une non-actrice, là, la personnage principale, la nanny, mais... qui était une professeure, je pense, qui avait du temps de louche, là. Elle dit, je vais auditionner pour ça. Elle était en arrêt de travail. En arrêt de travail, c'est ça. Mais je pense, puis là, je sais pas si tu as lu, mais qu'il disait pas le scénario. Oui, c'est vrai. Puis ils l'ont fait dans l'ordre. Ils ont filmé le film dans l'ordre, puis elle ne savait pas dans quoi qu'elle s'embarquait, là. Non, c'est ça, puis ils savaient pas où ça s'en allait, cette histoire-là. Je pense qu'ils savaient le matin même, pour plusieurs raisons, mais aussi garder le naturel, la surprise, peu importe l'émotion qu'on va faire, avec des kids en plus. T'sais, tout le monde joue bien, puis il n'y a pas beaucoup d'acteurs professionnels là-dedans. Il doit y avoir la mère, la mère, je pense que, la mère, mais le père, on le voit pas beaucoup, là. Mais, non, c'est ça. Mais tu sais, même la grand-mère, je pense même pas que c'est une actrice. Il apprenait, aujourd'hui, tu as une scène de ça à vivre. Là. Ça va être ça ta scène. Aujourd'hui, tu t'en vas laver les toilettes. Watch out demain. Non, mais écoute, pour moi, c'est un très grand film. Puis j'ai l'impression que ça va très, très bien vieillir. Dans le sens que ça risque de revenir comme... dans les grands films du cinéma. J'espère. Visuellement, c'est tellement beau. Lui, il a fait sa propre direction photo parce qu'il a fait garde, Lubezki peut pas. Mais c'est pas Emmanuel qui a dit, je pense. Peut-être qu'il a conseillé de j'ai un flash d'une entrevue qui a fait comme je peux pas, ou ça marchait pas parce que là, le budget, en tout cas, il était comme vraiment triste de pas le faire. Puis là, Quaron était un peu désemparé, mais il a fait comme fais-les. Fais-les tout seul, t'es capable. Puis c'est tellement personnel. Parce qu'il avait lu le scénario, puis c'est tellement. C'est comme, vas-y. C'est ton histoire, là. Vas-y. Moi, il y a tellement des plans qui sortent du. Tu sais, le plan du feu, mettons. Où, il y a comme des. Tu sais, c'est pas surréaliste, mais il y a quand même quelque chose de soudainement grandiose. Un peu surréaliste, le gars qui va arriver en avant-plan juste pour chanter. Pendant qu'à l'arrière, il y a des gens qui essaient d'éteindre un feu. Moi, j'adore ces scènes-là. Ou juste de voir un enfant avec un espèce de casque qui se prend pour un gars dans l'espace, là, justement, avec Quaron lui-même, là, étant jeune, tu sais.
sais pas, il y a une petite magie super subtile dans le background, dans un grand réalisme qui est le fun. Il y a un peu Fellini, là, je veux dire. On fait popper, justement, pourquoi il y a une parade qui passe tout le temps dans la rue, à chaque fois qu'ils sortent. Je sais pas, c'est pas besoin de l'expliquer, c'est juste là. Ouais, c'est juste là. Il y a quelque chose, c'est vraiment pas, puis là, c'est plus flatteur peut-être pour Stéphane Lafleur, mais tu sais, tu dors Nicole, c'est pas dans le ton, mais dans l'espèce de... Oui, c'est vrai. Hein? Tu sais, l'espèce de... C'est ça, c'est un peu veg, noir et blanc, mais il y a tout le temps comme une... Tu sais, quelque chose, tu n'arrives pas à expliquer pourquoi, mais il y a cette espèce de magie-là qui fonctionne, qui est juste là. Tu sais, en même temps qu'il racontait cette histoire-là, ben, il a quand même raconté aussi les manifestations, puis l'espèce de soulèvement, puis l'armée, puis les batailles. Quand même intense, là, quand ils sont dans le magasin de meubles. Il y en a des figurants là-dedans. Là. Par la fenêtre, tu vois là, des centaines de gens se battent ou whatever. C'est gros pour un petit film intimiste. Là. Il y a beaucoup de figurants dans ce film-là pour quelque chose qui est... C'est ça qui arrive, c'est que tu te dis, c'est l'histoire de ça, mais il y a comme tellement de couches, tellement d'affaires qui se passent. Là, c'est pas tant contemplatif. C'est un film contemplatif, mais pas dans le sens... On est 8 heures à regarder par la fenêtre, là, puis je vais pas bien. Là. C'est juste, ça avance tout le temps, quelque chose, mais juste... soft. Écoute, c'est sur Netflix. Vous n'avez pas d'excuse de ne pas voir ce film-là. Donc, on vous suggère fortement. Ouais. Moi, c'est mon préféré de la gang. J'en ai beaucoup que j'aime, mais c'est peut-être lui que je retiens. Là, qui... Ben, tu sais, Children, c'est juste c'est le fun. C'est du bonbon, mais Roma, c'est beaucoup trop maîtrisé. Là. Il est au sommet de son art. Là. Alors, de voir la suite. Il a fait 8 films en un peu moins de 30 ans. Donc, tu sais, c'est pas un rapide. Il prend son temps, tu sais.